l'audace d'Israël, un raid aérien contre l'OLP en Tunisie. Washington approuve. Il n'y aura pas de contrôle des cheminots sur la sécurité. La SNCF annule sa décision après 2 jours de grève sauvage. L'interminable été désespère les éleveurs. Plus un brin d'herbe à donner aux animaux. Le Parti socialiste à l'heure des questions. Pourquoi le texte Rocard fait-il un tel tabac chez les militants? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Approuvé par les États-Unis, condamné par les Européens, dont la France, Israël a effectué aujourd'hui le raid aérien le plus audacieux de son histoire. Aller bombarder à 2500 km de ses bases le quartier général des Palestiniens de l'OLP en terre étrangère, à 25 km au sud de Tunis. Bilan, selon l'OLP, 156 morts et blessés. Yasser Arafat et les autres chefs palestiniens n'étaient pas là. Francine Raymond. Yasser Arafat et ses principaux collaborateurs n'étaient pas sur les lieux au moment du raid israélien. Le quartier général du chef de l'OLP a été rasé. De sources palestiniennes, on estime à 156 le nombre des morts et des blessés, parmi lesquels des Tunisiens et une trentaine de gardes du corps de Yasser Arafat, membres des forces 17. Les forces 17 constituent la garde personnelle du chef de l'OLP. Ils étaient principalement visés par ce raid. Ce sont les forces 17 qui, mercredi dernier, revendiquaient à Jérusalem la prise d'otage de l'Arnaka qui avait fait 3 morts, 3 Israéliens, alors que dans le même temps, le bureau de l'OLP à Chypre démentait avoir quelque chose à voir avec cette prise d'otage. En représailles, l'aviation israélienne a entrepris le raid le plus audacieux de son histoire, qui a nécessité d'importants moyens. À quelques 2500 km de leur base, 8 Mirage, des F-15 ou des F-16, qui ont sûrement dû être ravitaillés en vol, ont bombardé avec précision le quartier général de l'OLP à 25 km de Tunis. C'est là que l'organisation palestinienne s'est installée depuis son départ de Beyrouth en 1982. À plusieurs reprises, au cours de ces dernières semaines, les responsables militaires israéliens l'avaient dit, Israël peut frapper n'importe où en Méditerranée, même en Tunisie. Au moment où les avions israéliens bombardaient le sol tunisien, le Premier ministre israélien Shimon Peres, devant des vétérans du Parti travailliste à Tel Aviv, déclarait qu'Israël ne céderait pas au terrorisme et n'oublierait pas le meurtre de l'Arnaka. Approbation des États-Unis, réaction plutôt modérée des autres pays arabes. Israël ne s'est-il pas senti les mains libres pour ce raid en territoire étranger, Joël Hazara? Oui, la réaction américaine, à savoir l'approbation du raid, est aussi importante à mon sens que le raid israélien en soi. Israël n'a pu frapper à Tunis le quartier général d'Arafat sans l'accord de Washington. En fait, Washington vient de lâcher définitivement Arafat en lui laissant porter le coup fatal par les Israéliens. Le raid sur Tunis est une façon de dire aux loyalistes palestiniens, vous êtes définitivement des terroristes. Car pour Washington, pas plus que pour Israël, il n'était question de négocier avec Yasser Arafat. S'il reste une perspective de dialogue dans le cadre d'une délégation jordano-palestinienne, ce doit être, pour les Américains comme pour les Israéliens, avec des Palestiniens modérés non affiliés à l'OLP. Ce soir, Yasser Arafat apparaît pratiquement vaincu, marginalisés, sans compter qu'après ce raid, les loyalistes de l'OLP ne peuvent que se radicaliser. Quelques semaines avant le sommet Reagan-Gorbatchev, Washington vient de marquer un point. La carte palestinienne est à moitié entre ses mains, l'autre moitié restant entre celle des Syriens. Alors pendant ce temps, à Tripoli, au nord du Liban, des musulmans intégristes sunnites et leurs alliés palestiniens sont attaqués par des milices pro-syriennes précisément. Cette bataille de Tripoli apparaît comme un assaut final contre la ville de la part des pro-syriens décidés, semble-t-il, à en finir. En mauvaise posture à Tripoli, les islamiques ont enlevé à Beyrouth 4 diplomates soviétiques. C'est la première fois que des diplomates soviétiques sont enlevés. Leur ravisseur menace de les exécuter s'il n'est pas mis fin à la bataille de Tripoli. L'URSS a annoncé ce soir qu'elle prenait toutes les mesures nécessaires pour libérer ces 4 diplomates. La direction de la SNCF a accepté ce soir d'annuler le contrôle des connaissances en matière de sécurité qu'elle avait décidé de faire subir aux cheminots après les accidents de l'été. La riposte ne s'était pas fait attendre sous la forme d'une grève sauvage hier et aujourd'hui. Le reportage de Marie-Claire Thiers à la gare Saint-Lazare à Paris. D'un côté, des quais vides, de l'autre, on s'agglutine.
Au milieu, c'est l'inquiétude, l'attente des voyageurs qui guettent les panneaux affichant les horaires des rares convois. Ce matin, j'ai attendu 1h15, 1h30 à peu près, pour avoir un train. Et là, c'est pareil. Vous savez si vous allez pouvoir rentrer? Ah, ça, je sais pas, je peux pas dire. J'espère. Dès qu'un train est annoncé, c'est la ruée, puis l'assaut pour essayer de s'entasser. Ces trains qui roulent sont conduits soit par des cadres. Vous n'êtes pas gréviste, monsieur, là, alors qu'il est? Non, madame, nous sommes des équipes dirigeantes et nous essayons d'assurer un service minimum. Soit par des conducteurs non grévistes qui ne veulent pas pénaliser le public, mais qui s'insurgent. J'ai 52 ans, j'estime que je suis un conducteur depuis assez longtemps pour savoir ce que j'ai à faire. Mais vous ne pensez pas que le système de contrôle de connaissance actuel a des failles, puisque justement cet été, il y a eu plusieurs erreurs humaines? Je pense pas. Je suis accompagné une fois par tous les 3 mois et il me semble que c'est suffisant. Je suis accompagné, interrogé, je vois pas ce qu'on doit faire d'autre. C'est une mesure qui serait destinée justement à rassurer le public. On peut prendre aussi ça comme une sanction contre nous. Tous les conducteurs, donc, qui sont contrôlés régulièrement 4 fois par an, ne supportent pas cette remise en cause. En mettant en cause la qualification des agents de conduite, c'est entièrement faux. Ce n'est pas une remise en cause selon la direction, ce n'est qu'une vérification. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais alors à ce moment-là, si c'est une vérification, je comprends qu'aujourd'hui aucun train ne roule. Parce que tant qu'on n'est pas vérifié, on n'est pas apte à conduire des trains. Et je vous signale qu'on conduit des trains tous les jours et qu'on emmène des milliers de voyageurs. La direction a donc annulé ce contrôle de connaissance. Nouvelle réunion le 18 octobre sur les problèmes de sécurité. Reste aux cheminots de base à se prononcer. Mais en tout état de cause, la reprise du trafic ne sera pas effective avant mercredi matin. Les citadins se réjouissent chaque matin de l'interminable été. Mais à la campagne, on scrute désespérément le ciel, jour après jour, à la recherche d'introuvables nuages. C'est pire qu'en 1976, disent les agriculteurs, et surtout les éleveurs, plus un brin d'herbe pour le bétail. Jean-Luc Mertens et Pierre Michel sont allés dans le Cantal. Ils y ont trouvé une terre desséchée et des hommes découragés. La richesse du Cantal, ce sont ces bêtes, sans eau et sans herbe depuis 2 mois. Chaque matin, elles se précipitent sur le chariot de foin qui les nourrira. Chaque soir, elles attendent le convoi d'eau qui les abreuvera. Pour essayer de limiter la consommation du fourrage prévu pour l'hiver, tous les moyens sont bons. Ainsi, dans ce hameau à Paillès, comme dans beaucoup d'autres endroits, on donne aux bêtes les feuilles des arbres. Ou alors, solution extrême devenue courante, on vend les bêtes en catastrophe sur un marché saturé où les prix baissent. Sur les hauteurs, les estives où se fabrique le fromage de Cantal, le vent finit de dessécher les pâtures, il reste un peu d'eau mais plus d'herbe, et sans herbe, plus de lait, et sans lait, plus de fromage. La question du lait, on perd la moitié du lait par jour. Et puis, de suite, la semaine prochaine, on descend à la ferme, il n'y a rien, alors le lait, c'est terminé. C'est une perte de combien pour vous? Oh, ben, moi, environ 5 millions anciens francs. Ironie des slogans touristiques locaux, au cœur du pays vert, c'est l'eau qui manque le plus. Pour quelques points d'eau en activité, trop de sources taries et de ruisseaux à sec. Il n'a pas plu ici depuis juin, et cette année est la 3e année de sécheresse consécutive. En période de pluie ou en période courante, l'eau, il y en a 1 mètre d'épaisseur. Alors c'est la course à l'eau devenue aussi précieuse que l'or. La trouver devient une obsession pour les éleveurs et les agriculteurs. La pénurie succède à l'abondance et la sécheresse ne transforme pas seulement le paysage, elle change aussi les hommes et les relations quotidiennes se tendent. Et derrière, tu nous piques la nôtre. Si tu viens là, tu nous piques la nôtre, on en a pas. C'est vrai que toutes les bêtes ont besoin de boire en même temps. Et vu que la quantité le débit des sources baisse, tout le monde se la dispute plus ou moins. Et ça crée des zizanies entre voisins, c'est sûr. Mais le phénomène ne divise pas seulement les agriculteurs. Entre ceux des fermes et ceux du bourg, ceux qui sont éleveurs et ceux qui ne le sont pas, la température, avec le soleil, monte petit à petit. C'est là où le bas blesse en fait. C'est que des gens qui ont tout leur confort, tout ça, ne savent pas faire des sacrifices. Nous, on est bien obligés de cavaler toujours après l'eau et tout comme ça. Nous, on ne laissera pas crever les bêtes de soif, c'est sûr.
La solidarité rurale, la solidarité paysanne, comme on l'appelle, est-ce qu'elle est encore de mise vraiment avec ce problème de la sécheresse? Non. On s'aperçoit que la solidarité, elle existe à un certain moment, mais quand il y a de graves problèmes qui se posent, la solidarité fout le camp, c'est sûr. On est saturé de ce temps-là, des journées de soleil qui n'en finissent pas, complètement découragé, en fait, je veux dire. Les pouvoirs publics, les syndicats agricoles, tout ça, ça vous semble loin? Oui, tout à fait. Et pourtant, j'en suis relativement près, mais on se rend compte que c'est pas eux qui vont nous apporter une aide financière, mais c'est nécessaire, je veux dire. C'est même indispensable. Et il le faut d'ailleurs, cette aide financière. Mais mis à part ça, il y a tout un environnement qui fout le camp, je veux dire. C'est dramatique à mes yeux, cette situation comique. Le dimanche à la messe, c'est sûr que le curé il fait peut-être pas trop allusion, mais c'est sûr que les gens prient pour qu'il pleuve, c'est sûr. Ça, c'est... Oh, le bon Dieu, je pense pas qu'on puisse le mettre en jeu dans cette affaire, puisque ce stress, ils ont existé tout le temps. Et il y a d'autres pays qui sont encore plus touchés que nous, ne serait-ce qu'au Sahel ou quoi que ce soit. Le bon Dieu est là-bas aussi, hein. Et pourtant... Ils ont une sécheresse beaucoup plus grande que nous. On l'aime, notre terre. Bon, comme elle dit, elle nous colle aux pieds. Hein. Mais maintenant, elle nous colle plus aux pieds, elle nous lâche, c'est sûr. L'Aveyron a été déclaré aujourd'hui, dans l'après-midi, zone sinistrée. Pourquoi Michel Rocard a-t-il rallié tant de militants à son texte pour la préparation du congrès de Toulouse? Telle est la question que se posent les autres courants du Parti socialiste, devant les quelques 30% raflés par l'ancien ministre de l'Agriculture. Pour savoir quelles réponses les socialistes donnent à leurs propres questions, Daniel Sportiello a enquêté dans la Fédération du Nord, le fief de Pierre Mauroy, où la motion Rocard a obtenu plus de 26% des voix. Plus de 26% pour la motion Rocard dans le Nord, cette percée des Rocardiens est un véritable casse-tête pour le premier secrétaire de la Fédération socialiste, Guy Alouche, infidèle de Pierre Mauroy. Il sait qu'il lui faudra compter désormais avec les Rocardiens, dans le département bien sûr, mais aussi au congrès de Toulouse dans 10 jours, où ils pèseront de tout leur poids. Et à Toulouse, la Fédération du Nord, forte de ses 501 mandats, envoie 51 délégués. Le premier secrétaire sait aussi qu'il lui faudra compter avec les alliés d'aujourd'hui, les mitterrandistes, qui lui reprochent de ne pas avoir assez tenu sa fédération en main. Nous n'acceptons pas que certains nous fassent entièrement porter la responsabilité de ce qui se passe dans le Nord. Qui certains? Certains dirigeants du parti. De quelle façon vous fait-on porter une responsabilité? Lorsque l'on dit, par exemple, que la poussée de Michel Rocard est due essentiellement à la faiblesse des amis de Pierre Mauroy, alors que nous sommes passés pour être les plus sévères face aux thèses de Michel Rocard, pendant que d'autres recommandaient un profil bas. Il faut relativiser la percée de Rocard dans le Nord, disent les mauroyistes. Il a recueilli des voix rocardiennes, mais aussi celles des mécontents face à la crise. Cette idée d'une motion fourre-tout fait sourire le rocardien Umberto Baptiste. Pour lui, c'est la vaste hésitation des gouvernements Mauroy et Fabius sur le charbon et l'acier qui a poussé les militants dans les bras de Michel Rocard. Je crois que Michel Rocard apparaît aujourd'hui aux yeux des militants comme d'une bonne partie de l'opinion publique de gauche, comme celui des leaders socialistes qui n'aura jamais raconté de coups, qui avant 81 mettait en garde contre un certain nombre d'erreurs qu'il souhaitait que l'on ne commit point, mais qu'on n'a pas su toutes éviter, et qui aujourd'hui apparaît comme le moins touché dans sa crédibilité personnelle de l'ensemble des leaders de gauche. Il faudra tenir compte du score de Michel Rocard, a déclaré Pierre Mauroy, à l'issue des congrès fédéraux du PS. Cette déclaration conciliante à 6 mois des législatives sera-t-elle encore d'actualité en 88, quand le PS devra désigner son candidat pour les présidentielles? Le président Mitterrand a décliné l'invitation des États-Unis à un sommet extraordinaire des 7 grands pays industrialisés pour préparer la rencontre Reagan-Gorbatchev de novembre. Le président Mitterrand s'apprête, lui, à recevoir dès demain le nouveau numéro 1 soviétique qui réserve sa première visite officielle à la France. Une nouvelle manifestation a eu lieu ce soir à Paris, manifestation de protestation contre cette visite et de soutien, je cite, aux martyrs du Goulag et aux peuples asservis. Elle était organisée par SOS Droits de l'Homme, présidée par Philippe Malo.
À Mexico, les équipes de secours étrangères rentrent dans leur pays les unes après les autres. Au moment où les bulldozers les remplacent, on fait le bilan des destructions. Tous les quartiers de Mexico n'ont pas été atteints de la même façon par le tremblement de terre. Ils n'ont pas été non plus secourus de la même façon. C'est ce qu'ont pu constater nos envoyés spéciaux Émilie Rafoul et Guy Plazanet. Ici à Mexico, il y a d'un côté les chantiers célèbres. Les équipes de secours étrangères y ont travaillé, la presse en a parlé. Mais le tremblement de terre a aussi frappé les quartiers populaires. Là, les gens se sont pris en charge avec une autodiscipline étonnante. 24 heures sur 24, ils organisent les recherches et la vie quotidienne. Il existe une réelle organisation parmi le peuple, nous explique cette vendeuse, mais une désorganisation de la part du gouvernement. Tremblement de terre ou pas, la misère, c'est le quotidien de ces quartiers. Et pourtant, malgré la résignation et l'habitude du malheur, on accuse l'armée et la police. À tour de rôle, on leur reproche leur présence, leur inertie et quelquefois leur agressivité. Le gouvernement a envoyé ses brigades de police et de militaires. Ils se sont mal comportés avec les gens. Les gens du peuple qui vraiment voulaient aider et qui aidaient à sauver des vies, ils les ont chassés avec une certaine agressivité. La ayuda tampoco llega a los lugares como debe de ser. Y otras personas que sí lo necesitan. L'aide ne nous parvient pas comme elle devrait. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin et qui ne reçoivent rien. Certains prennent le meilleur et ils nous laissent le pire. Ici, par exemple, il y avait des Français et des Américains. Ils ne les ont pas laissés travailler. Ils se sont concentrés sur la télévision et dans le centre-ville. Mais ici, non. Alors qu'ici, on manque de matériel pour pouvoir continuer. Inégalité dans les secours, amertume ou bien épuisement après des jours et des nuits de veille, reste en tout cas le sentiment d'une certaine fatalité et le fait que, malgré tout, la vie doit continuer. Des milliers de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Simone Signoret cet après-midi au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Une cérémonie très simple. Le cercueil déposé dans le caveau. Je pense que nous allons voir les images, voilà. 2 roses rouges jetées par Yves Montand, son compagnon depuis 36 ans, et Catherine Allégret, sa fille. Pas d'éloge ni d'homélie. Les amis sont passés ensuite devant la tombe pour y déposer, eux aussi, une fleur et dire adieu. Henri Chapier, nous en parlions cet après-midi. C'est si difficile de parler de Simone Signoret. On a l'impression que tout est dit. Et en même temps, on se demandait si, au fond, son plus beau rôle, ce n'était pas sa vie. Vous avez une réponse ? Je crois que le public, si vous voulez, la foule l'a donné cet après-midi, parce que bien entendu, on a reconnu au passage des gens illustres, des acteurs, des stars, des ministres. Finalement, on n'a pas tellement vu ce que cette foule a ressenti. Et alors, Simone Signoret, ils retiennent bien sûr Casque d'Or, ils ont pleuré pour Madame Rosa, mais ils ne peuvent pas citer tous les films qu'ils adorent, les films qu'elle a faits, mais ils retiennent qu'elle a toujours été là lorsque il y a eu injustice dans le monde. Et alors, ces interventions ont été publiques, bien sûr, mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'humilité extrême qu'elle avait lorsqu'elle appelait tout simplement au téléphone ceux qui pouvaient faire passer un message. Et je crois qu'il faut retenir aujourd'hui qu'elle était là pour le Vietnam, pour l'Algérie, et bien après pour les dissidents, enfin pour toutes les causes, et même pour des causes personnelles. Et je crois qu'il est indécent d'en dire davantage, il faut s'incliner devant une femme exceptionnelle. Alain Prost va désormais faire équipe avec le Britannique John Watson. C'est lui que McLaren a choisi pour remplacer Niki Lauda.
Malgré une légère reprise sur le marché français, le dollar reste très attaqué. 8 francs 15 à Paris, mais 8 francs 04 ce soir à New York. Henri Loret. Une nouvelle journée particulière pour un dollar émotif. Il était relativement ferme en Europe ce matin, mais il a succombé à New York ce soir où l'on écrit que Paul Volcker aurait donné son accord à Ronald Reagan pour faire pression précisément sur la monnaie américaine. La bourse de Paris, elle, souffre d'une crise lancinante de liquidité, ce n'est pas nouveau. Quoi qu'il se passe à Wall Street, le marché parisien est prostré. Les valeurs françaises ont encore perdu 0,3% aujourd'hui. Ce n'est pas l'été indien. À New York, en revanche, le marché des titres se porte bien, en tout cas mieux. C'est notamment le cas des valeurs pétrolières qui enregistrent les plus belles hausses aujourd'hui. En clôture, 10 points de plus pour le Dow Jones. Le Zorro qui a enchanté l'enfance de certains d'entre nous il y a belle lurette. Ce Zorro, le voici, voilà la longueur de la lurette, c'est il y a 30 ans, et qui continue d'enchanter tous les samedis soirs d'autres enfants et les parents aussi dans le Disney Channel. Eh bien, il a aujourd'hui 62 ans et Télé 7 jours l'a retrouvé à Buenos Aires, où il coule des jours heureux et où il est toujours Zorro. Nous saluons aussi la naissance d'un confrère, la lettre du livre, de la radio et de la télévision. Son ambition, la réflexion avant l'information. Le temps demain pour terminer, faible espoir que la pluie vienne un peu arroser notre pays. L'anticyclone qui nous vaut l'été en automne bouge un peu, mais guère. Quelques nuages le matin sur la moitié est, ensuite retour du grand beau temps. L'après-midi, d'autres nuages arriveront par la Bretagne, mais on n'attend pas la pluie avant jeudi. Les températures seront encore, vous vous en doutez, très élevées. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h20 dans quelques instants, coup de cœur. Avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. Coup d'audace d'Israël, un raid aérien contre l'OLP en Tunisie, Washington approuve. Il n'y aura pas de contrôle des cheminots sur la sécurité. La SNCF annule sa décision après 2 jours de grève sauvage. L'interminable été désespère les éleveurs. Plus un brin d'herbe à donner aux animaux. L'Aveyron déclaré zone sinistrée. Le numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev, demain à Paris pour une visite officielle de 5 jours.